Bonjour à tous et bienvenue sur la série de podcasts Les Murmures de l'Ombre, écrite par moi-même Gabo Maplume et lue par une amie Neko-chan. Donc ce sont des histoires fantastiques, surnaturelles et parfois criminelles que vous pourrez retrouver environ au rythme d'une fois toutes les 2 semaines, le temps d'écrire, monter, bien sûr de le produire. Tout de suite je vais vous laisser avec la toute première histoire, La Berceuse. Donc je répète, lue par Neko-chan. Bonne écoute, bonne journée à vous. 7 août 2021. Projet 224 GMB2. Enregistrement 43. Je suis Sarah Kelly-Lan, docteur en botanique, opérant pour l'université de Yeneris en recherche en biotechnologie et microbiologie. Si vous tombez sur cet enregistrement, soit c'est que ma connexion Internet a enfin pu envoyer ce message, soit vous avez retrouvé les restes de notre expédition. Dans tous les cas, je prie pour que la survie de notre humanité, que personne ne retrouve jamais nos traces et celles de notre découverte. Ce que vous écouterez n'est pas un canular. Oh non. J'espère que les informations que je vais vous donner permettront d'éviter une des pires catastrophes biologiques de notre ère. J'ignore combien de temps il me reste. Je vais donc expliquer et simplifier les découvertes faites lors de cette expédition. Notre expédition était chargée de transporter une fleur exotique de son milieu naturel en pleine forêt équatoriale au Gabon jusqu'au laboratoire pleinement équipé de notre université. Le trajet devait prendre moins de 24 heures. Or, nous sommes 48 heures après notre départ et mes 2 collègues ainsi que notre guide, ne sont plus de ce monde. Je suis donc actuellement la seule survivante. À l'origine de ce désastre, une simple fleur, une espèce inconnue dont les possibles applications avaient oublié toutes les règles de sécurité à un professeur réputé. Une plante qui pourrait permettre de développer des anesthésies et autres antidouleurs puissants sans aucun risque d'accoutumance, avait convaincu tout le monde, moi y compris. Tout a commencé quand il a volontairement omis de nous mettre en garde, comme il se doit, sur le danger de notre colis. La berceuse, comme il l'a surnommée, n'était pas vraiment dangereuse, juste extrêmement soporifique. Un bocal spécial avait été prévu pour l'occasion, muni d'une batterie d'une autonomie d'une 30aine d'heures. Il permet de conserver la fleur dans des conditions optimales. Enfin, tant que la batterie fonctionne du moins. Les ennuis ont commencé assez rapidement, avant même la descente de l'hélicoptère. Le pilote nous a hurlé que la météo se dégradait, qu'on n'avait qu'une fenêtre de 20 heures pour faire l'aller-retour du site de largage à la caverne dans laquelle cette plante avait été repérée par des indigènes. Notre guide avait ri, ou plutôt, il avait essayé de rire. Le bruit était assourdissant. D'après son expertise, on serait de retour bien avant ça. J'ai regardé l'hélicoptère s'éloigner et l'orage se dirigeait droit vers nous avec beaucoup d'appréhension. L'intuition féminine, peut-être. En 7 heures de marche, nous étions sur place, trempés, épuisés et impatients de rentrer. Le professeur Henry a immédiatement voulu recueillir le précieux échantillon. C'est là que j'ai remarqué les premiers signes. Contrairement à son habitude, cet égoïste mégalo a demandé à quelqu'un d'autre de faire le travail le plus important. Descendre dans la crevasse et recueillir la plante. Lui, pendant ce temps, immortalisait la scène. Son assistante Gina, sélectionnée sûrement pour sa plastique plutôt que ses capacités, s'est exécutée, accompagnée par Abdul. 5 minutes après la descente, on a entendu son hurlement. Je me suis précipitée pour tirer sur la corde. Je l'ai remontée inconsciente, le bocal scellé entre les mains. Le professeur Henry ne s'est approché qu'après m'avoir demandé à plusieurs reprises si c'était bien le cas. Et lorsque ce fut le cas, il s'en est emparé, me laissant seule ausculter la pauvre Jenna.
Contrairement à ce que je pensais, elle semblait indemne. Elle dormait profondément. J'ai mis plusieurs minutes à la réveiller et 3 fois plus de temps à lui soutirer ce qui s'était passé. Entre 2 sanglots, elle m'a expliqué qu'Abdul a voulu prendre plus de fleurs, pour les revendre sans doute, mais qu'il est tombé après s'être éloigné de quelques mètres. Elle a appelé, sans succès, et en s'approchant, elle a vu son corps qui commençait déjà à se décomposer, comme digéré en accéléré par un liquide qui suintait du sol. Ensuite, elle a entendu quelque chose, une musique, et puis plus rien. Je n'ai pas la prétention d'être un génie, mais il faudrait être totalement stupide pour ne pas comprendre ce qui venait de se passer, ou du moins les grandes lignes. On nous avait menti, et quelqu'un s'était fait baiser. Je me précipitai sur le professeur Henry en exigeant des explications. Il ne prit même pas la peine de me répondre. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, a-t-il rétorqué froidement en rassemblant le matériel. Derrière moi, Gina s'était redressée et se rapprochait dangereusement de la crevasse en murmurant qu'elle voulait juste l'entendre. Encore une fois. Bonne paire de gifles lui a remis les idées en place. Même si je suis sûre de l'avoir vu se retourner plus d'une fois, tandis qu'on s'éloignait de l'entrée de la grotte. Notre guide, reposant au fond d'une crevasse, le trajet de retour ne s'est pas passé comme prévu. C'est le moins que l'on puisse dire. Convaincu qu'il était tout aussi capable qu'Abdul de se repérer dans la jungle équatoriale, Henry nous a fait tourner en rond pendant des heures, épuisés, désorientés et sûrement toujours affectés parce que, je ne sais quoi, qu'elle a été exposée au fond de cette crevasse. Gina a glissé sur le sol trempé et est tombée d'une falaise abrupte. Bien évidemment, Henry a tenté de me faire porter le chapeau, car j'aurais dû faire plus attention à elle. Il ne pouvait en même temps pas retrouver le chemin jusqu'à la zone de largage et chaperonner une bimbo qui n'avait rien à faire là. Furieuse, je lui ai répondu que si il nous avait informé des risques, notre guide ne serait pas descendu sans protection et on aurait pu retrouver notre chemin sans aucun problème. Quant à Gina, c'est lui qui avait insisté pour qu'elle nous accompagne. Le soleil s'était levé quelques heures plus tard, mais ça n'avait pas changé grand-chose à notre situation, malgré nos tentatives de contact radio, répétées et répétées. Nous n'avons pas réussi à rejoindre le pilote, et c'est avec horreur que nous avons vu notre seul moyen de transport s'en aller. Moins d'1 heure plus tard, je m'endormis, épuisé par la journée de marche. À mon réveil, 1 ou 2 heures plus tard, Henry s'était enfui avec ce qui restait de nos réserves de vivres. Il n'était pas difficile de retrouver la trace d'un sale égoïste. Il avait laissé un sentier clair. Je le retrouvais plus mort que vif, sur le sol, près du bocal, entrouvert. Aux portes de la mort, il me disait enfin la vérité, ce que nous étions censés transporter. Cette plante était extrêmement dangereuse. Ça, je l'avais compris, mais je ne savais pas à quel point. Elle était particulièrement sensible à la lumière, d'où sa présence dans cette grotte. Durant la journée, elle était en sommeil, inoffensive, ou c'est ce qu'on pourrait croire. Elle sécrète en fait une substance qui, au toucher, agit comme un somnifère, extrêmement puissant. En effet, capable de durer des heures avec une quantité infime. Au moins jusque la nuit. La nuit, elle se nourrit. Elle génère par ses racines une substance extrêmement corrosive qui va dissoudre sa malheureuse victime endormie. Mais ça ne correspondait pas à ce qui s'était passé.
Gina avait dit qu'elle avait entendu quelque chose. Avant que je n'aie le temps de poser la moindre question, il ajoute que son mode de chasse change aussi. Son pistil vibre d'une façon très particulière. Un son est émis. Ce son extrêmement addictif attire les proies vers la fleur et les éventuels survivants voudront de nouveau être en contact avec cette plante toxique. Et c'est cette combinaison qui l'avait mis dans cet état. Lorsque la batterie du bocal s'est déchargée, ce dernier s'est ouvert de lui-même, probablement une sécurité. La mortelle mélodie s'est propagée jusqu'au petit matin, endormant le professeur Henry, pendant que l'acide commençait à le ronger vivant. Ce n'était pas la première expédition qu'il supervisait pour la récupérer. La dernière n'avait même pas réussi à sortir de cette satanée crevasse, m'avoua le professeur en rendant son dernier soupir. Me voici donc seul, perdu au milieu de la forêt, avec cette fleur mortelle. Vous pensez sûrement qu'il me suffit d'abandonner ce colis au fond de la première crevasse et de prendre mes jambes à mon cou. Mais ce que ce feu professeur Henry n'avait envisagé, c'est que se nourrir n'est pas le seul objectif de tout être vivant. Elle cherche à assurer la survie de son espèce. Et visiblement, la berceuse aussi. Depuis que le bocal est ouvert, elle a commencé à sécréter du pollen qui s'est propagé tout autour d'elle, y compris sur le corps du défunt professeur Henry. Comme je le sais, vous me demandez, car des fleurs plus petites commencent à fleurir autour de moi, y compris sur le corps au sol. Corps que je tenais dans mes bras il y a encore quelques minutes. Tout déplacement ne ferait que propager davantage cette plante, même si elle ne survivra a priori pas longtemps en dehors de la caverne. Tenter de m'enfuir serait mettre tout le monde en danger. Avec un peu de chance, on trouvera cet enregistrement avant qu'on trouve ce qui restera de mon corps ou de ces maudites fleurs. Et pour être totalement honnête, j'ai hâte de nouveau d'écouter cette fameuse berceuse. J'ai entendu quelques notes au bord de la crevasse et je veux absolument connaître la suite.